Nous allons parler des propriétés électroniques des matériaux semi-conducteurs. Le plan de notre exposé va être le suivant. Tout d'abord, nous allons nous demander quels sont les matériaux avec lesquels, dans l'industrie, on construit des dispositifs ou des circuits intégrés semi-conducteurs. Puis, nous étudierons les propriétés électroniques de ces matériaux dans leur état intrinsèque, c'est-à-dire cristal parfait, sans impureté ni défaut. Ensuite, nous verrons l'effet de l'introduction dans ces matériaux d'impureté électriquement active, ce qui nous conduira à parler du matériau dopé. À l'issue de ces deux premières parties, nous aurons établi un catalogue de niveaux d'énergie accessibles aux électrons du cristal et nous donnerons une dimension supplémentaire à ces niveaux en précisant le nombre de places disponibles sur chacun de ces niveaux, ce qui nous amènera à parler de densité d'état sur les niveaux électroniques. Ensuite, nous verrons comment les électrons du cristal se répartissent sur ces niveaux, c'est-à-dire le peuplement de ces niveaux, et nous ferons ce travail d'abord pour l'état d'équilibre thermique, c'est-à-dire le matériau non soumis à champ électrique et non soumis à éclairement. Ensuite, nous verrons l'effet de perturbation apportée à cet état d'équilibre thermique, et de ce point de vue, nous distinguerons entre perturbations douces, consistant en des champs électriques modérés, des éclairements de faible énergie, des gradients de concentration de porteurs ou de température, toute perturbation qui ne modifie pas la concentration totale des porteurs, mais simplement leur répartition de vitesse, ce qui nous conduit donc à des phénomènes de transport. Et puis, à côté de ces perturbations douces, nous verrons les perturbations dures, qui consistent entre des champs électriques très intenses, des irradiations avec des particules chargées, des éclairements de forte énergie, etc. Perturbations qui, elles, ne conservent pas la concentration totale de porteurs. On parlera donc de phénomènes de génération et de recombinaison de porteurs en excès. Enfin, nous conclurons en donnant un certain nombre de critères de choix d'un matériau semi-conducteur en vue d'une application déterminée. Donc, première question, quels sont les matériaux semi-conducteurs utilisés dans l'industrie? Eh bien, pour comprendre qui sont ces matériaux, nous rappelons ici une petite partie de la classification périodique des éléments qui range les différents éléments naturels par ordre de numéros atomiques croissants et qui en plus les classe dans des colonnes en rassemblant dans la même colonne les éléments qui ont le même nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire des propriétés chimiques voisines. Eh bien, quand on regarde ce tableau, on voit qu'il est possible de construire des matériaux semi-conducteurs de différentes façons. D'abord, on peut rassembler des éléments de la colonne 4, la colonne 4A, et de ce point de vue-là, eh bien, on reconnaît dans cette colonne le germanium qui est l'ancêtre des matériaux semi-conducteurs. C'est avec lui qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à construire des diodes redresseuses et des transistors. Ce matériau est maintenant abandonné, sauf dans quelques applications particulières, en raison, comme nous le verrons, de la relative étroitesse de sa bande interdite. Nous reconnaissons dans cette colonne également le silicium qui est le matériau largement le plus utilisé pour faire des composants électroniques. Il est bon pour la puissance, pour les composants de puissance, il est bon pour les circuits intégrés, il est bon pour la détection de lumière, du moins dans un certain domaine spectral. Il n'y a qu'une application pour laquelle il est déficient, c'est l'application émission de lumière, donc diode électroluminescente, laser semi-conducteur. Mais il faut savoir que dans cette quatrième colonne, deux autres éléments peuvent
présenter des propriétés semi-conductrices. Le carbone qui existe dans deux variétés, une variété graphite, variété usuelle graphite, qui présente des propriétés de conduction métallique, et la variété diamant, plus rare, qui présente des propriétés semi-conductrices. Alors malheureusement, on ne domine pas suffisamment la métallurgie du carbone diamant pour pouvoir réaliser des composants avec cet élément. Également dans cette colonne, on reconnaît l'étain qui existe dans deux variétés également, une variété commune métallique et une variété étain gris qui est semi-conductrice, mais avec, comme nous le verrons, une bande interdite si étroite qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire des composants. Enfin, le dernier élément de la colonne, le plomb, lui, n'existe que sous forme métallique. Donc, première possibilité, prendre des éléments de la colonne 4, et puis on a un matériau semi-conducteur, dans certains cas. Alors, deuxième possibilité, on peut également associer des éléments de la colonne 3 et des éléments de la colonne 5, et on constitue ainsi des matériaux semi-conducteurs composés 3,5. Alors, ces matériaux peuvent être binaires, comme par exemple l'arsenure de gallium, qui est le matériau largement le plus utilisé, mais on peut trouver également le phosphure d'indium, le phosphure de gallium, etc. Donc, on a déjà là toute une richesse de possibilités de matériaux binaires composés 3,5. Mais on peut encore raffiner les choses. On peut constituer des matériaux ternaires du genre AlX, Ga1-XAS, arsenure de gallium aluminium. Alors, ces matériaux-là, ce sont des alliages. C'est-à-dire que dans la matrice cristalline, l'atome d'arsenic a comme partenaire de temps en temps des atomes d'aluminium avec une probabilité X et des atomes de gallium avec une probabilité complémentaire, naturellement 1-X. Alors nous verrons que l'intérêt de ces matériaux, c'est de pouvoir régler la largeur de la bande interdite du semi-conducteur par la composition de l'alliage, c'est-à-dire par le paramètre X. Eh bien, on a encore raffiné et on a constitué des matériaux semi-conducteurs composés 3,5 quaternaires du type AlX, Ga1-X, AsY, P1-Y, qui présentent l'intérêt, cette fois-ci, de pouvoir régler à travers les deux paramètres X et Y, à la fois la largeur de bande interdite et le paramètre cristallin du matériau. Alors, ce qu'on a réussi en prenant un élément de la colonne 3 et un élément de la colonne 5, on peut aussi le réussir en prenant un élément de la colonne 2 et un élément de la colonne 6, et donc on peut faire des semi-conducteurs composés de 6, comme par exemple le sulfure de zinc, le sulfure de cadmium, le tellurure de mercure. Bon, pour comprendre comment les matériaux que nous venons de recenser peuvent présenter des propriétés semi-conductrices, il faut décrire l'arrangement des atomes dans le cristal semi-conducteur. Et de ce point de vue-là, nous allons d'abord prendre l'exemple du silicium. Le silicium, c'est l'élément de numéro atomique 14. Il dispose donc autour de son noyau de 14 électrons qui se répartissent sur des couches électroniques, 2 sur la couche K qui est saturée, 8 sur la couche L qui est également saturée, et 4 sur la couche M, ce qui fait donc que cet élément, le silicium, a 4 électrons de valence et appartient donc à la 4e colonne de la classification périodique. Alors si maintenant nous prenons des atomes de silicium et nous les rassemblons pour constituer un cristal de silicium, eh bien on s'aperçoit que chaque atome de silicium va se choisir 4 premiers voisins, disposés comme il est montré sur ce dessin. L'atome de silicium considéré est au centre d'un petit cube, et ces 4 premiers voisins vont se trouver à 4 des 8 sommets du cube. Avec ces 4 premiers voisins,
cet atome de silicium va échanger 4 liaisons de valence. Le silicium est donc un matériau, ce qu'on appelle un solide covalent, dans lequel la cohésion du solide est assurée par des liaisons de valence. On voit donc que l'atome de silicium considéré se trouve au centre d'un tétraèdre régulier dont les 4 sommets sont occupés par ses 4 premiers voisins. En répétant ce motif tétraédrique convenablement orienté et translaté, on génère la structure cristalline qui est en fait constituée de 2 réseaux cubiques face centrés décalés l'un par rapport à l'autre du quart de la diagonale du cube. Eh bien, dans cette situation-là, si le silicium était dans cette situation-là, on voit que ce serait un isolant parfait. Il n'y a pas, en effet, d'électrons libres. En effet, tous les électrons sont engagés dans ces liaisons de valence et ne peuvent bouger. Alors, le matériau serait donc isolant, et c'est bien ça, la situation, si le cristal était parfait et si on était à 0 Kelvin, et sans éclairement. Alors prenons l'autre exemple, qui est l'exemple de l'arsenure de gallium. L'arsenic, c'est l'élément de numéro atomique 33. Il a donc 33 électrons, donc 2 sur la couche K, 8 sur la couche L, 18 sur la couche M, qui sont toutes les 3 saturées, et 5 sur la couche N. Le gallium, c'est l'élément 31. Il a les mêmes 3 couches, sous-couches saturées, et sa couche N comporte 3 électrons. Alors quand on rassemble arsenic et gallium pour former le cristal d'arsenure de gallium, eh bien il y a un échange électronique. L'arsenic cède un de ses électrons au gallium. Donc l'arsenic devient ion As+, puisqu'il a perdu un électron, et le gallium devient ion Ga-, puisqu'il a accepté un électron. Et à partir de là, ces 2 ions ont tous les deux 32 électrons autour d'eux, et par conséquent, ils sont isoélectroniques du germanium. La situation devient maintenant tout à fait semblable à celle qu'on a décrite pour le silicium. Chaque ion gallium se choisit 4 premiers voisins As+, avec lesquels il engage 4 liaisons de valence. Et de même, chaque ion As+, se choisit comme premier voisin 4 ions Ga-, avec lesquels il engage 4 liaisons de valence. Alors, la différence entre cette situation et celle du silicium, c'est que maintenant, les liaisons de valence s'établissent non plus entre atomes neutres, mais entre ions, et on a affaire à ce que l'on appelle un semi-conducteur polaire. Bien, comment va se présenter vont se présenter les propriétés électroniques de ce matériau intrinsèque, donc cristal parfait, sans impureté ni défaut. Alors nous venons de voir que si on était dans cette situation, à 0 Kelvin, sans éclairement, ces matériaux sont totalement isolants. Il n'y a pas de porteurs libres, d'électrons libres. Alors maintenant, si on chauffe ou si on éclaire ces matériaux avec des photons dont l'énergie est suffisante, on va pouvoir briser entre guillemets, des liaisons de valence. C'est-à-dire que l'on va pouvoir créer simultanément et en nombres égaux des électrons libres, donc porteurs d'une charge négative moins Q, Q étant la charge élémentaire, 1,6 10-19 coulombs, et des ions Si+, qui seront porteurs d'une charge positive plus Q, c'est-à-dire plus 1,6 10-19 coulombs. Alors si maintenant on applique à ce matériau excité, dans lequel on a créé des paires électrons-trous, si on applique un champ électrique,
eh bien, l'électron libre va remonter le champ électrique, comme il est d'habitude, et ce qui est plus curieux, c'est qu'on va observer un déplacement apparent de l'ion Si+, qui lui descend le champ électrique, comme il est montré sur cette figure-là. Ainsi donc, il y a possibilité dans ces matériaux semi-conducteurs de conduction, de deux types de conduction, une conduction par électron libre et une conduction par trou libre. Alors, l'image d'une conduction par électron, c'est tout simple. L'image la plus familière qu'on puisse se donner, eh bien, c'est une rue vide de voitures, dans laquelle on a une voiture qui se déplace dans la direction naturellement imposée par les nécessités de la circulation. Alors, l'image que l'on peut donner de la conduction par trou, c'est au contraire la circulation automobile dans une rue embouteillée. Alors voilà, une rue totalement embouteillée, il y a juste une place vacante ici. Eh bien, que va faire l'automobiliste qui est derrière cette place vacante? Il va évidemment venir l'occuper, moyennant quoi la place vacante va se déplacer en sens opposé du mouvement de la voiture, puis cet automobiliste va prendre cette place, donc la place vacante va venir ici, etc. Donc voilà, c'est ça les deux mécanismes de conduction. Conduction par électron, c'est la circulation automobile dans une rue déserte, et la conduction par trou, c'est la circulation automobile dans une rue embouteillée. Bien, il faut maintenant qu'on aille un petit peu plus loin dans la description de ces propriétés, et il faut qu'on commence à introduire les notions de niveau d'énergie. Alors nous allons procéder par étapes. D'abord, considérons un atome isolé. Alors on sait que les électrons qui sont liés à un atome isolé sont assignés à occuper un certain nombre de niveaux d'énergie discrets, c'est-à-dire séparés en énergie les uns des autres. Que se passe-t-il si on prend deux atomes de même type, qu'on les met côte à côte, à une distance assez faible, pour que les fonctions d'onde électroniques de l'un commencent à interagir avec les fonctions d'onde électroniques de l'autre? Eh bien, aux surprises, on a dédoublement de chacun des niveaux d'énergie. Donc chaque niveau discret de l'atome isolé donne naissance à deux niveaux d'énergie dans ce couple de deux atomes rapprochés. Et naturellement, s'il y avait n places sur ce niveau d'énergie de l'atome isolé, il y aura 2n places sur ce couple de niveaux correspondant aux deux atomes rapprochés. Bien, naturellement, on continue à faire notre construction. On rapproche des atomes identiques pour constituer le solide. Et, bien sûr, chacune de ces bandes, de ces niveaux discrets de l'atome isolé va donner naissance à une bande d'énergie, qu'on appelle des bandes d'énergie permises, qui est en fait constituée par un très grand nombre de niveaux discrets mais très voisins, très rapprochés les uns des autres, ce qui donne l'impression d'un continuum. Et ces différentes bandes d'énergie permises, qui seront plus ou moins larges, seront séparées les unes des autres par des bandes d'énergie interdites. Bien, voyons maintenant quelle est la situation dans un semi-conducteur intrinsèque non excité. Eh bien, la situation est la suivante. Les électrons qui sont engagés dans les liaisons de valence entre les atomes du cristal semi-conducteur occupent les niveaux d'énergie d'une bande, qu'on appelle la bande de valence, qui est saturée. C'est-à-dire qu'il y a autant d'électrons dans cette bande qu'il y a de places disponibles. Au-dessus de cette bande de valence pleine, on a une bande totalement interdite, donc pas de niveau d'énergie entre EV et EC. Et au-dessus encore, on a une bande totalement vide, qu'on appelle la bande de conduction. Donc,
Si dans une telle situation on applique un champ électrique, bien sûr, on n'a pas de phénomène de transport. Pourquoi? Parce que cette bande de valence pleine, c'est l'équivalent d'une rue totalement embouteillée, il n'y aura aucun transport. Cette bande de conduction vide, c'est l'analogue de la rue totalement désertée de ces voitures. Par conséquent, il n'y a pas non plus de phénomène de transport, donc le matériau est isolant. Alors que se passe-t-il si on éclaire ou si on chauffe? Eh bien, on fait des transitions électroniques. Transition électronique entre ces niveaux pleins de la bande de valence et ces niveaux vides de la bande de conduction. Et par conséquent, on crée simultanément un trou dans la bande de valence, un électron dans la bande de conduction. Et par conséquent, si maintenant on applique un champ électrique, on pourra avoir phénomène de transport à la fois par l'électron libre et par le trou libre. Alors vous voyez que cette description nous amène sur un paramètre très très important, pour le matériau semi-conducteur, c'est la largeur de la bande interdite, c'est-à-dire la différence entre le niveau bas de la bande de conduction EC et le niveau haut de la bande de valence EV. Alors cette largeur de bande interdite se mesure dans l'unité usuelle, qui est l'électron-volt, donc 1,6 10-19 joules. Alors pour se fixer les ordres de grandeur, voici les largeurs de bande interdite d'un certain nombre de semi-conducteurs. Le germanium, 0,66 électron-volt, c'est ça qui l'a condamné. Cette largeur de bande interdite est trop petite. Le silicium, 1,12 électron-volt, il commence à rentrer dans le champ des bonnes valeurs de largeur de bande interdite. L'arsenure de gallium, 1,43 électron-volt, c'est une très bonne valeur. Le phosphure d'indium, 1,29, le phosphure de gallium, 2,24. Alors voyons maintenant quel est l'intérêt des matériaux semi-conducteurs 3,5 ternaires du type arsenure de gallium-aluminium. Eh bien, je l'ai déjà cité, c'est la possibilité d'ajuster la largeur de la bande interdite par la composition de l'alliage. Alors ce schéma-là donne la largeur de la bande interdite pour X variant entre 0, donc situation qui est celle de l'arsenure de gallium, à 1, situation qui est celle de l'arsenure d'aluminium. Eh bien on voit donc qu'il est possible, en faisant varier la stoichiométrie, d'aller de 1,43 pour l'arsenure de gallium à 2 et quelques pour l'arsenure d'aluminium. Bien, alors, cette description étant faite, maintenant il faut commencer à devenir quantitatif et se demander combien est-ce qu'on va avoir de paires électrons-trous, c'est-à-dire d'électrons libres dans la bande de conduction, de trous libres dans la bande de valence, à l'équilibre thermique, à une température donnée, pour un matériau semi-conducteur intrinsèque. Eh bien, cette composition, ces concentrations, donc N, concentration des électrons libres dans la bande de conduction, P, concentration des trous libres dans la bande de valence, sont égales, évidemment, dans un matériau intrinsèque, et égales à la concentration intrinsèque, et sont données par cette relation-là, dans laquelle A est une constante typique du matériau, qui va s'exprimer en centimètres moins 3, Kelvin moins 3,5. T, c'est la température thermodynamique en Kelvin. EG, c'est la largeur de la bande interdite, que l'on donne habituellement en électronvolts. Et KB, c'est la constante de Boltzmann, qui va évidemment s'exprimer en électronvolts par Kelvin, puisque nous donnons les énergies en électronvolts. Alors sa valeur en électronvolts par Kelvin, c'est 8,6 10-5. Alors fixons tout de suite les ordres de grandeur. Quelle est la concentration de porteurs intrinsèques que l'on a
à 300 Kelvin dans le silicium, le germanium et l'arsenure de gallium, eh bien 10 puissance 13 par centimètre cube pour le germanium, 10 puissance 10 pour le silicium, 10 puissance 6 pour l'arsenure de gallium. Alors, naturellement, quand on avance des chiffres comme ça, il faut toujours se donner une échelle. Eh bien, il faut comparer ces concentrations à la concentration d'atomes qu'on en a dans le solide. Or, les concentrations d'atomes qu'on a dans un solide, c'est compris entre 10 puissance 22 et 10 puissance 23 par centimètre cube. Alors, si nous avons 10 puissance 23 atomes par centimètre cube, ça veut dire que nous avons 10 puissance 23 liaisons de valence. Autrement dit, si dans ce matériau, nous avons, par exemple, c'est du silicium, nous avons 10 puissance 10 porteurs intrinsèques, ça veut dire que nous avons une liaison de valence brisée pour 10 puissance 13 à température ordinaire. Alors si nous discutons encore de cette relation-là, on voit que la concentration intrinsèque est d'autant plus grande que la largeur de bande interdite est petite, et c'est ce qu'on vérifie ici. Le germanium a une largeur de bande interdite plus petite que le silicium, sa concentration intrinsèque est plus grande. Et on voit également que pour un semi-conducteur donné, la concentration intrinsèque croît très très rapidement avec la température. En fait, le matériau semi-conducteur intrinsèque dont nous venons de décrire les propriétés électroniques présente fort peu d'intérêt. Tout ce qu'on pourrait faire avec lui, ce serait des thermistances, puisque nous avons vu que le nombre des porteurs augmente avec la température, donc la conductivité va varier avec la température, ou des photorésistances, puisque on peut par éclairement d'énergie suffisante créer des porteurs libres, par conséquent faire varier la conductivité. Mais fort heureusement, il est possible, en introduisant des impuretés électriquement actives dans un matériau semi-conducteur intrinsèque, de faire deux choses, ou bien de privilégier un type de conduction ou un autre, c'est-à-dire créer un matériau dans lequel la conduction se fera majoritairement par des électrons libres, matériau semi-conducteur de type N, ou un matériau dans lequel la conduction se fera majoritairement par des trous libres, c'est-à-dire un matériau de type P. Première chose. Et deuxième chose, on peut également contrôler la conductivité du matériau, typiquement sur 7 ordres de grandeur, c'est-à-dire que l'on peut faire des matériaux dont la résistivité va aller du milliohme centimètre à la dizaine de kiloohms centimètre. Et c'est ce que nous verrons dans l'étude du matériau dopé dans une prochaine présentation. Alors nous abordons aujourd'hui l'étude des propriétés électroniques du matériau semi-conducteur dopé. Alors d'abord, envisageons un matériau de type N. Et prenons un exemple, le silicium dopé au phosphore. Alors le phosphore, c'est l'élément de numéro atomique 15, Z15. Il a donc un électron de plus que le silicium. Si, dans une matrice cristalline de silicium, nous introduisons des atomes de phosphore et que nous plaçons ces atomes séparés les uns des autres, c'est-à-dire diffusés dans la matrice cristalline, d'une part, et si ces atomes dans la matrice cristalline occupent la position d'un atome de silicium, c'est-à-dire qu'ils se placent en site substitutionnel, ils se substituent à un atome de silicium, alors la situation va être celle qui est présentée dans ce petit dessin. L'atome de phosphore va avoir 4 premiers voisins silicium, avec lesquels il va naturellement établir 4 liaisons de valence,
dans lequel il va engager 4 de ses 5 électrons de valence. Le 5e électron va être non lié, va donc graviter sur une orbite d'ailleurs de grand rayon, et va être finalement faiblement lié à son atome de phosphore. Si donc on fournit un petit peu d'énergie, soit en chauffant, soit en éclairant, ce 5e électron va très facilement pouvoir quitter l'atome de phosphore, qui va donc s'ioniser positivement. On peut traduire ça sous la forme d'une réaction équilibrée. Phosphore donne phosphore ionisé positivement, charge fixe, et électron libre. Quand on est dans ce type de situation, on dit qu'on a introduit dans le matériau une impureté de type donneur. C'est une impureté qui a donné des électrons au matériau. Eh bien, voyons ce qui se passe maintenant du point de vue énergétique. Nous avons dit que notre matériau intrinsèque comportait une bande de valence pleine et une bande de conduction vide au-dessus, séparée par une bande interdite dont on sait que la largeur dans le silicium est de 1,12 électronvolts. Eh bien, on traduit l'introduction de ces atomes de phosphore dans ce schéma-là par l'introduction dans la bande interdite du silicium d'un niveau donneur très proche du bas de la bande de conduction. On a naturellement mesuré cet écart en énergie et on a trouvé 40 milliélectronvolts à comparer avec les 1,12 électronvolts de la bande interdite. Alors à partir de là, la situation va se présenter de la façon suivante. Si on est à très basse température, les cinquièmes électrons de l'atome de phosphore ne trouveront pas assez d'énergie pour s'arracher à l'atome de phosphore. Donc, les atomes de phosphore seront neutres et ce niveau donneur sera peuplé d'électrons. Si maintenant on chauffe, et on n'a pas besoin de chauffer beaucoup, quelques dizaines de Kelvin suffisent, on fournira suffisamment d'énergie à ce cinquième électron du phosphore pour aller dans la bande de conduction, c'est-à-dire ce niveau donneur va progressivement se vider dans la bande de conduction qui, je le rappelle, est totalement vide. Par conséquent, on va avoir une concentration d'électrons libres qui va devenir progressivement égale à la concentration des atomes de phosphore introduite dans la matrice cristalline. Donc on pourra régler le nombre de porteurs libres par la concentration des impuretés. Par contre, la bande de valence, elle, reste complètement saturée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou, la concentration des trous est nulle. Si maintenant on chauffe à une température suffisamment élevée, supérieure par exemple à 500 Kelvin, eh bien, on va pouvoir faire des transitions électroniques maintenant entre cette bande de valence et cette bande de conduction, c'est-à-dire commencer à vider cette bande pleine dans cette bande vide, et par conséquent, on créera à ce moment-là un nombre d'électrons dans la bande de conduction qui sera égal au nombre de trous dans la bande de valence, égal à la concentration intrinsèque. Donc, on retrouve à haute température un comportement qui est le comportement du matériau intrinsèque. Autrement dit, un matériau dopé à haute température raccorde les comportements électroniques du matériau intrinsèque. Eh bien, on peut traduire tous ces comportements sur ce dessin-là, qui représente la concentration des électrons libres sous forme logarithmique en fonction de l'inverse de la température. Et donc ici, on est à basse température, ici, on est à température élevée, et on reconnaît dans tout ce domaine de température 3 régions. Une région des très basses températures.
dans laquelle le matériau va passer d'un comportement totalement isolant à un comportement conducteur, du fait que ces électrons, qui sont piégés sur ce niveau d'honneur, vont progressivement s'exciter dans la bande, vont être progressivement excités dans la bande de conduction. Puis, nous avons un large domaine de température, typiquement situé entre quelques dizaines de Kelvin et quelques centaines de Kelvin, 400-500 Kelvin, dans laquelle la concentration des porteurs ne va plus varier avec la température. Elle va être égale à la concentration des atomes de donneur que l'on a introduits dans la matrice cristalline. Et enfin, on va avoir un troisième domaine, domaine des hautes températures, où la concentration des porteurs libres va croître très rapidement avec la température, et ça, c'est le comportement intrinsèque. Eh bien, le domaine de température où on fait fonctionner les dispositifs semi-conducteurs, c'est ce domaine central. Il faut que le matériau ne soit pas trop froid pour qu'il y ait des porteurs, et il ne faut pas qu'il soit trop chaud pour que on évite donc ce comportement intrinsèque, puisque dans ce comportement intrinsèque, comme on va voir, le matériau N, ça sera la même chose que le matériau P, par conséquent, il n'y aura plus de jonction. Alors, deuxième type de matériau que l'on peut faire, en introduisant donc toujours des impuretés électriquement actives dans le semi-conducteur intrinsèque, ce sont des matériaux de type P, dans lesquels la conduction va être une conduction par trou. Alors là encore, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple du silicium dopé avec du bore. Alors, le bore, c'est l'élément de numéro atomique 5, et il appartient à la troisième colonne de la classification périodique, donc il a 3 électrons de valence. Si, dans la matrice cristalline du silicium, nous introduisons des atomes de bore, de telle façon qu'ils soient diffusés, c'est-à-dire, encore une fois, séparés les uns des autres, et qu'ils soient en position substitutionnelle, c'est-à-dire qu'ils aient pris la place d'un atome de silicium, eh bien, voilà la situation que l'on a, qui est représentée sur ce dessin. Le bore, donc, a 4 premiers voisins silicium, mais comme il n'a que 3 électrons de valence, il ne peut satisfaire qu'à 3 liaisons de valence entre 3 de ces 4 premiers voisins. Par conséquent, la 4e liaison de valence va se trouver incomplète. Et ce qui va se passer, c'est qu'un électron d'une liaison silicium-silicium va venir compléter cette liaison bore-silicium, et on va donc avoir simultanément apparition d'un ion fixe B- et d'une charge Si+, qu'on a déjà rencontrée, qui est le trou, qui, elle, est mobile, du moins en apparence. Donc on peut traduire ceci comme une réaction équilibrée. Silicium plus bore donne Si+, qui est notre fameux trou libre, et B- qui est fixe. Alors si maintenant on représente ceci, encore une fois, dans notre diagramme énergétique, avec notre bande de valence pleine, notre bande de conduction vide et notre bande interdite, toujours de largeur 1,12 électronvolts, eh bien, on va traduire l'introduction dans la matrice cristalline des atomes de bore en représentant ici un niveau qu'on appelle un niveau accepteur, qui va se situer légèrement au-dessus du sommet de la bande de valence. Là aussi, on a mesuré cette distance en énergie. Elle se trouve être également de 40 milliélectronvolts. Et à partir de là, eh bien, les comportements vont être les suivants. Si on est à très basse température, ce niveau accepteur va être vide. Pourquoi? Parce que ces électrons-là n'auront pas assez d'énergie pour monter sur ce niveau accepteur. Si on est typiquement entre 30 et 500 Kelvin, ce niveau
accepteur va progressivement se peupler avec des électrons prélevés, bien sûr, dans la bande de valence qui en est pleine, et donc on va créer dans cette bande de valence des trous dont la concentration va progressivement devenir égale à la concentration des accepteurs introduits dans le matériau. Donc on va avoir une concentration de trous libres égale à la concentration des accepteurs introduits. Par contre, la concentration des électrons libres restera nulle, c'est-à-dire que la bande de conduction restera vide. Et là encore, si on chauffe suffisamment, eh bien, on pourra créer des transitions électroniques entre bande de valence et bande de conduction, et on raccordera le comportement intrinsèque. Autrement dit, là aussi, un matériau dopé P, lorsque vous le chauffez suffisamment, devient un matériau intrinsèque. Bien, alors voyons maintenant quelles sont les impuretés de dopage usuelles, c'est-à-dire celles qui sont utilisées pour fabriquer des matériaux de type N ou des matériaux de type P. Alors on voit que pour cela, il faut que notre impureté introduise soit un niveau donneur très voisin du bas de la bande de conduction, soit un niveau accepteur voisin du sommet de la bande de valence. Alors, en ce qui concerne le dopage des semi-conducteurs du groupe 4, donc silicium, germanium particulièrement, la situation est simple. Tous les éléments de la colonne 5 qui ont donc un électron de plus que le silicium dopent N. Alors, on utilise le phosphore, mais aussi l'arsenic et l'antimoine. Par contre, tous les éléments de la colonne 3, qui ont, eux, un électron de moins que le silicium, dopent P. Mais là, on n'a pas le choix. Le seul qui soit utilisable, c'est le bore. En effet, l'aluminium est extrêmement oxydable, donc n'est pas utilisable, et le gallium a une mauvaise propriété qui est celle de pouvoir traverser les couches de silice. Donc il est inutilisable industriellement. En ce qui concerne maintenant les matériaux semi-conducteurs composés 3,5, la situation est plus complexe. On peut la décomposer de la façon suivante. Les éléments de la colonne 6, le tellure en particulier, substitués à l'arsenic, vont doper N. Alors, c'est ce que nous représentons ici dans ce petit dessin. On a pris un atome de tellure, on l'a mis en place d'un atome d'arsenic. Ces 4 premiers voisins sont donc 4 ions Ga-. Ce tellure a été contraint d'abandonner un de ses électrons en faveur d'un de ses voisins, gallium. Donc le tellure avait 6 électrons, puisqu'il appartient à la 6e colonne. Il en a perdu un, il n'en a plus que 5. Il va en engager 4 dans les 4 liaisons de valence. Il lui reste donc un électron faiblement lié, que très facilement, en fournissant un petit peu d'énergie, on va pouvoir arracher et faire voyager dans le matériau. Donc vous voyez qu'on retrouve ici tout à fait la situation du phosphore dans le silicium. De façon symétrique, les éléments de la 2e colonne, le zinc par exemple, substitués à l'élément 3 du semi-conducteur composé, vont doper P. Alors c'est ce que l'on représente ici. On a placé un atome de zinc en place donc d'un atome de gallium. Il a 4 premiers voisins qui sont des atomes d'arsenic. Il a reçu de l'un de ces 4 premiers voisins un électron. Donc il avait 2 électrons de valence. Il en a reçu un, le voilà donc avec 3 électrons, il va pouvoir satisfaire à 3 liaisons de valence, mais il y a la 4e liaison qui est incomplète,
et par conséquent, on retrouve tout à fait la situation du bore dans le silicium. Donc, on a ici une situation de matériau P. Où les choses se compliquent, c'est en ce qui concerne les éléments de la colonne 4. Ces éléments sont amphotères, c'est-à-dire que suivant qu'ils se substituent à l'un ou à l'autre des deux éléments du semi-conducteur composé 3,5, ils vont pouvoir doper N ou P. Alors c'est ce qu'il est représenté ici. Ici j'ai mis du silicium substitué à un atome de gallium, donc il a 4 premiers voisins qui sont des arsenics. Il a reçu en outre d'un de ses premiers voisins un électron. Donc le silicium avait 4 électrons. Il en a reçu un, donc ça fait 5. Il engage 4 de ces électrons dans les 4 liaisons de valence avec les 4 premiers voisins. Et puis le 5e électron est relativement peu lié et très facilement, donc on va pouvoir l'arracher au site. Alors, symétriquement, si cet atome de silicium s'était substitué à l'arsenic, eh bien, il aurait été entouré de 4 atomes de gallium. Il aurait été obligé de céder l'un de ses électrons à l'un de ses premiers voisins, qui l'exige. Donc, il ne dispose à ce moment-là plus que de 3 électrons. Il ne peut satisfaire qu'à 3 liaisons de valence. Et la 4e liaison est incomplète. Donc, on se retrouve dans une situation de matériau P. Bien, alors nous avons décrit l'effet sur les propriétés électroniques du matériau intrinsèque d'impuretés qui introduisent des niveaux voisins des limites de bande, ce qu'on appelle assez souvent, et de façon pas très heureuse d'ailleurs, des niveaux légers. Mais il faut savoir qu'un certain nombre d'impuretés, notamment des impuretés métalliques, et également un certain nombre de défauts, sont capables d'introduire dans la bande interdite des niveaux qui, eux, sont éloignés des limites de la bande interdite, qu'on appelle des niveaux profonds. Alors, naturellement, ces niveaux ont des propriétés de type accepteur ou de type donneur, mais on voit tout de suite que ça ne va pas être des impuretés de dopage pratique. Parce que du fait que leur niveau est éloigné des limites de bande, il faudrait leur fournir une énergie considérable pour qu'ils s'ionisent. Donc, on ne les utilise pas pour doper le matériau. Néanmoins, leur présence peut avoir un effet sur la conductivité du matériau par un effet de compensation. Je m'explique. Si on a un niveau accepteur profond en dessous d'un niveau donneur léger, eh bien, l'accepteur profond va compenser l'effet du donneur léger. Et vice-versa, si on a un niveau accepteur léger en dessous d'un niveau donneur, cet accepteur léger va être compensé par ce donneur profond. Donc on voit apparaître ici la possibilité que différentes impuretés ayant des propriétés donneur et accepteur puissent se compenser mutuellement dans les matériaux, et c'est un cas qui est très fréquent. La plupart des matériaux semi-conducteurs présentent des effets de compensation. Bien, avant d'abandonner cette affaire des impuretés, ce qu'il faut voir, c'est dans quelles limites on peut faire varier la concentration d'une impureté électriquement active dans un matériau semi-conducteur. Eh bien, de ce point de vue-là, on a deux limites, une limite supérieure et une limite inférieure. La limite supérieure, elle est déterminée par ce qu'on appelle la solubilité limite de l'impureté dans le matériau semi-conducteur. C'est-à-dire, si vous voulez mettre trop d'impureté dans un matériau semi-conducteur,
elles ne vont pas se diffuser dans la matrice cristalline, elles vont se précipiter en amas dans certaines régions du cristal, en général au voisinage de défauts du cristal. C'est un petit peu comme quand on veut mettre trop de sucre dans son café, il arrive un moment où le sucre ne se dissout pas et reste au fond de la tasse. Eh bien, quelle est la valeur de la solubilité limite des impuretés électriquement actives, notamment des impuretés de dopage dans les matériaux semi-conducteurs? Eh bien, on peut dire qu'on arrive à doper un matériau semi-conducteur jusqu'à des valeurs de 10 puissance 19, 10 puissance 20 impuretés par centimètre cube. C'est tout à fait considérable, puisque on se rappelle que la concentration des atomes dans un solide, c'est 10 puissance 23. Donc on peut mettre une impureté électriquement active pour 1000 atomes de la matrice cristalline, enfin, dans les meilleurs cas. Au-delà, encore une fois, si on veut mettre plus d'impuretés, il y a précipitation. Alors la limite inférieure maintenant. Eh bien la limite inférieure, elle est imposée par les possibilités de raffinage du matériau. Parce que on peut purifier un matériau semi-conducteur, mais il y a quand même des limites technologiques. Eh bien, de ce point de vue-là, on arrive à faire des choses qui sont tout à fait remarquables, puisqu'on arrive à avoir ce qu'on appelle un dopage résiduel, pour certaines impuretés, qui est dans la gamme des 10 puissance 13 atomes par centimètre cube. Ce qui vous fait, encore une fois, une impureté électriquement active pour 10 puissance 10 atomes de la matrice cristalline. Donc, la limite supérieure va fixer la limite inférieure pour la résistivité. En effet, plus vous avez d'impuretés électriquement actives, plus vous avez de porteurs, plus la résistivité est basse. Donc on arrive à des résistivités de l'ordre du milliohm centimètre. La limite inférieure, elle, va fixer la limite supérieure de résistivité, puisque moins on a d'impuretés électriquement actives, moins on a de porteurs et plus la résistivité est élevée. Et donc cette limite supérieure se situe aux alentours de 10 puissance 4 ohms centimètre.